Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Selon les derniers chiffres de Banque El Maghreb, un tiers des jeunes Marocains âgés de 15 à 24 ans ne travaillent pas, ne fréquentent pas d'école et ne suivent pas de formation. Les données du Haut Commissariat au Plan sont plus alarmantes, avec 49,6% de la population des jeunes de 15 à 24 ans qui seraient en situation de chômage, soit un jeune actif sur deux. Une situation qui touche toute la région MENA, avec un taux de chômage dépassant le double de la moyenne mondiale. Avec notre invité d'aujourd'hui, Youssef Garraoui Filali, président du Centre marocain pour la gouvernance et le management, nous allons essayer de comprendre les causes de ces taux élevés, nous arrêter sur le rôle et les limites des politiques publiques et du secteur privé dans la création d'emplois et sur les mesures qui devraient ou pourraient être prises pour encourager l'insertion des jeunes dans le marché du travail. Youssef Garraoui Filali, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci pour votre invitation. invitation. Bonne fête à vous et à tous ceux qui nous regardent. Alors, votre première lecture, sans entrer dans les détails, de ces données qui ont froid dans le dos, quoi. C'est un jeune sur deux. Oui. Et effectivement, madame, c'est des informations très alarmantes. Vraiment, en termes d'emploi au Maroc, on est sur une alerte. C'est un warning. Effectivement, on constate que depuis 2020, depuis le Covid, jusqu'à maintenant, il y avait un certain nombre d'éléments qui ont empêché cette relance économique. Effectivement, après, il y avait le conflit russo-ukrainien, il y avait la problématique de l'inflation, une méfiance politique aussi qu'il va falloir qu'on signale. Donc tout cela, c'est des éléments qui n'ont pas permis de faire réussir cette relance économique, mais il fallait quand même passer par des mesures importantes qui vont stimuler l'emploi, surtout auprès des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes sur un taux de chômage au niveau national qui avoisine les 13%. Comme vous avez dit, le taux de chômage dans la catégorie des jeunes, il est très élevé. Et effectivement, avec tout ce qui se passe en termes de changement climatique, en termes de recul des précipitations, parce qu'on sait que le PIB agricole, il porte la croissance au Maroc, et on est sur des destructions de postes d'emploi qui sont importantes, et ça justifie en partie le taux de chômage assez élevé auprès des jeunes, et même au niveau national. Mais, oui, on va revenir sur le chômage parmi la catégorie des diplômés et parmi la catégorie des jeunes qui travaillaient dans l'agriculture ou dans d'autres secteurs. Mais ces chiffres du HCP ou donc de Banque El Maghreb, est-ce qu'ils pourraient être encore plus graves ou plus importants parce qu'ils ne concernent que les personnes en âge de travail qui cherchent un emploi et elles n'intègrent pas les personnes découragées ou qui se retirent de cette quête du travail? Est-ce qu'on pourrait être au-delà de ce taux? Bien sûr, donc déjà on est par rapport au CP, on parle d'une population active qui est occupée, qui est inoccupée. Les gens qui travaillent, les gens aussi qui sont en sous-emploi, c'est-à-dire il est en activité mais il est dans un environnement où il n'est pas vraiment à l'aise, donc on est sur une adéquation de l'emploi, donc et effectivement il est sur de l'alternatif, il cherche en parallèle et des gens qui sont en quête. Principalement, c'est les jeunes diplômés qui sortent d'école chaque année. Ne serait-ce que pour vous donner un chiffre, chère madame, chaque année, on a 400 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui proviennent des universités, des écoles publiques et privées. Nous savons que l'économie marocaine, avec 1% de croissance, avec ce taux, on crée environ 25 000 postes d'emploi. Donc, si on va se baser que sur l'emploi public, on est déjà sur un déficit de 375 000 par an. Le secteur privé, il fait de l'effort, il emploie, mais de 2020 à date d'aujourd'hui, il y a un recul d'emploi, même aussi qui est observé dans le secteur privé. Quels sont les secteurs les plus touchés par ces pertes d'emploi? Effectivement, donc d'abord, on a le secteur de l'agriculture, c'est normal, avec le recul des précipitations, on est sur un stress hydrique, et effectivement, donc les entreprises pensent à économiser en termes de création d'emplois et bien évidemment, surtout les entreprises agricoles, ils agissent sur la masse salariale. Et donc, on cherche à faire travailler moins d'ouvriers parce qu'on est sur une récolte céréalière qui a reculé. On parle de 70 millions de quintaux du moment où on parlait auparavant de 120, 135 millions de quintaux. Donc aujourd'hui, c'est difficile de réaliser ces chiffres avec ces perturbations climatiques, avec le recul des précipitations et les entreprises aussi doivent investir plus dans les techniques d'économie d'eau, les techniques d'irrigation et donc ils cherchent des marges de manœuvre. Donc on agit sur les travailleurs. Le secteur aussi de l'industrie,
On est sur une méfiance politique, on est sur des événements depuis le Covid, le conflit russo-ukrainien, l'inflation, stagflation, où il y a une hausse qui est observée et qui continue sur les marchandises et les prix. Et effectivement, il y a un recul de la croissance parce qu'on est sur une méfiance et les investisseurs nationaux, en quelque sorte, ils sont méfiants. Tout cela ne permet pas de simuler l'emploi et de créer des postes et d'ouvrir les postes, même dans le secteur privé. Et j'arrive, si vous permettez, aussi au secteur touristique. Même le secteur touristique, aujourd'hui, il agit, mais avec beaucoup de vigilance. Donc, on n'est pas sur des investissements où on cherche en quelque sorte à réaménager c'est un secteur très volatile, les hôtels. Et on est très observant, on est très regardant par rapport à ce qui se passe, Covid, pas Covid, réouverture. Il faut rester vigilant. On parle aussi de variants. Et on ne sait pas ce qui va arriver au futur. Et donc, tous ces éléments-là ne permettent pas de simuler l'emploi dans l'ensemble des secteurs, que ce soit l'agriculture, l'industrie ou le tourisme. Et puis, même quand il y a des recrutements, on est beaucoup plus dans des recrutements à courte durée, des CDD, et avec beaucoup de précarité. Effectivement, madame, et c'est quelque chose que j'ai constaté. Donc, comme j'enseigne dans des écoles publiques, privées, entre Rabat et Casablanca, les recruteurs cherchent beaucoup plus des jeunes qui les prennent en stage, des stages qui varient de 3 à 6 mois. Et effectivement, on hésite de leur faire des contrats CDI. Quand on veut prendre quelqu'un en CDI, principalement, on s'adresse vers des gens qui ont de l'expérience. Minimum, on prend 1 an, 2 ans d'expérience dans le même secteur. Donc, même aujourd'hui, les recruteurs ou le secteur privé, non seulement il est très vigilant, mais il est très rationnel, donc on est très regardant par rapport au coût. On va revenir à cette question des recruteurs et des diplômés et l'adéquation et l'inadéquation, mais il y a quelque chose qui peut paraître paradoxal parce que ces dernières années, on a vu beaucoup d'unités industrielles et d'usines qui ont ouvert au Maroc, l'automobile, le câblage, l'aéronautique, mais au lieu que ça ait un impact sur le marché du travail, on voit les chiffres qui grimpent. Comment expliquer ça? Effectivement, parce qu'en général, quand on passe par des ouvertures d'usines, et on fait bien évidemment, on fait venir des investisseurs étrangers. Les investisseurs, ils viennent, ils s'installent. Bien évidemment, il y a de l'expertise qui est importée, c'est-à-dire les ingénieurs, les cadres viennent de ces pays investisseurs, et puis le recrutement se fait dans la classe ouvrière. Donc on recrute essentiellement des ouvriers, et donc on laisse les cadres supérieurs, on laisse les gens qui ont des diplômes de master, de doctorat, on ne les prend pas. Donc déjà, on n'est pas sur un transfert de compétences, c'est une observation qu'on n'a pas cessé d'émettre, bien évidemment, à l'appareil exécutif, parce qu'effectivement, ce genre de partenariat, il néglige bien évidemment les diplômés et les jeunes lauréats marocains. Donc on recrute plus d'ouvriers au moment où il faut qu'on recrute les ingénieurs marocains, les cadres, pour qu'ils puissent s'inscrire dans ces chaînes de valeur, pour qu'il y ait déjà un transfert de compétences et pour que le Maroc puisse avoir l'expertise dans un certain nombre de métiers aujourd'hui qui sont des métiers d'avenir et qui s'inscrivent dans l'industrie révolutionnaire 4.0. Ça, c'est le rôle des politiques publiques parce qu'ils doivent exiger quand il y a ce genre de partenariat. Exactement. Que les cadres marocains, il doit y avoir un quota ou la majorité plutôt que... Moi, je pense qu'on n'a pas bien travaillé au Maroc le point qui concerne les triple P. Donc les partenariats publics-privés, où l'appareil exécutif, le gouvernement, travaille en étroite collaboration avec le patronat, avec les parties privées, les multinationales, les sociétés internationales qui viennent s'installer au Maroc, pour dresser des conventions cadres où on privilégie, où on favorise beaucoup plus le recrutement, bien évidemment, des cadres et des ingénieurs dans des métiers pilotes et des métiers d'avenir, bien évidemment. Cela touche aussi la compétitivité du Maroc. Oui. Est-ce qu'il y a un problème aussi culturel? Parce qu'on voit que les jeunes diplômés de grandes écoles, ou bien ceux qui ont titulaire de doctorat ou de master, il y en a de plus en plus, ils cherchent directement un poste stable, un poste de salarié et se désintéressent de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que parce que le marché de l'entrepreneuriat est très difficile d'accès et qu'il n'y a pas eu assez d'efforts? Est-ce que la charte d'investissement qui a été mise en place a permis de changer les choses? Est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est la structure du marché qui les pousse à aller vers des emplois stables avec un salaire? En fait, la remarque essentielle qu'on peut émettre à ce gouvernement, spécifiquement dans le ministère de tutelle, c'est qu'il y a une confusion entre l'emploi et l'entrepreneuriat. Donc, votre question précédente concernait l'emploi. Donc là, on est sur le salariat, sur les gens qui cherchent à intégrer le marché de travail, que ce soit au niveau du secteur public ou du secteur privé. Mais l'entrepreneuriat, c'est un volet à part entière où il va falloir passer par des mesures d'encouragement, d'accompagnement et de financement. Alors,
Déjà, en termes de financement, tous les produits financiers qui ont été mis en place, malheureusement, la grande majorité des jeunes n'ont pas pu accéder à ces financements parce qu'il s'agissait de garanties, il s'agissait bien évidemment d'antécédents en termes d'impayés, en termes de chèques sans provision, etc. Et les banques cherchaient à chaque fois des garanties. Donc, on était sur des transactions commerciales où on cherche à minimiser au maximum le risque. Et donc, les financements ne bénéficiaient pas aux jeunes et aux moins jeunes. Donc, déjà, il y a la problématique de financement. Mais moi, ce que je dis toujours aux jeunes entrepreneurs qu'on accompagne dans le cadre du centre, il ne s'agit pas seulement de financement. Il s'agit aussi d'un soutien technique, d'un accompagnement important pour pouvoir accéder à des marchés, pour avoir un portefeuille, pour avoir des techniques de commercialisation, de marketing, pour écouler le produit. Et le conseil qu'on donne en général, c'est qu'on dise aux gens, il faut s'attaquer à l'économie de distribution, la vente directe aux citoyennes et aux citoyens, parce qu'on sait que les marchés publics sont verrouillés et qu'il y a des conditions très élevées que les jeunes porteurs de projets, les entrepreneurs les moins jeunes ne peuvent pas y accéder facilement. Quoique, on peut quand même leur donner des bons de commande qui peuvent émaner de secteur public ou privé pour les encourager, bien évidemment, à s'intégrer dans le tissu entrepreneurial marocain. Mais effectivement, beaucoup de jeunes préfèrent aller vers le salariat et à la fin du mois, ils ont un salaire, c'est plus stable, etc., que de faire l'aventure de l'entrepreneuriat qui n'est pas facile et qui peut être même douloureuse parce que j'ai vu de jeunes entrepreneurs qui ont mis quelques années quand même pour réussir et pour faire fructifier le chiffre d'affaires, avoir un fonds de roulement pour fonctionner. Le problème, c'est que leur profil ne correspond pas forcément à ce que recherchent les entreprises. Quel est le profil aujourd'hui des recruteurs? Qu'est-ce qu'ils cherchent principalement? Vous avez dit qu'ils cherchent principalement des stagiaires et qu'il y a vraiment beaucoup d'hésitation. Ils ne peuvent pas s'aventurer à recruter un jeune fraîchement diplômé. Quels sont les profils les plus recherchés? Moi, je pense que dans le marché du travail marocain, il y a de la place pour tout le monde. Mais aujourd'hui, les recruteurs sont très exigeants. On cherche à avoir les meilleurs. Moi, en tant que patron, je veux recruter. Je vais passer 100 entretiens. Si je prends 3 ou 4, je veux chercher les meilleurs. Et je vois dans des entreprises, j'ai siégé dans quelques commissions de recrutement, on passe beaucoup d'entretiens d'embauche pour sélectionner quelques personnes parce qu'on a peu de postes et on ne veut pas investir plus et on cherche la rentabilité. C'est-à-dire que je le recrute et je lui donne un salaire, il faut qu'il soit très productif directement après le recrutement. Et ça, c'est important parce que quand on prend un jeune diplômé, il lui faut 6 mois d'adaptation, etc., de maîtrise, comme les systèmes d'information qui sont très demandés par ces entreprises, comme le SAP par exemple. Par conséquent, les métiers de management sont très demandés. Une entreprise qui fonctionne a besoin de profil finance, profil ressources humaines. Les entreprises qui font de l'import-export, ils recrutent les logisticiens, les responsables achats. Les métiers de contrôle, gestion, audit interne, contrôle interne sont très demandés aujourd'hui. Là, on est sur la filière management. La filière ingénierie informatique, les ingénieurs en informatique qui font de la programmation, qui font de l'algorithme, qui maîtrisent des systèmes d'information très poussés comme le SAP S/4HANA sont demandés dans le marché du travail. Ils sont demandés, mais bien évidemment, on cherche les meilleurs, on cherche ceux qui sont expérimentés. Sauf que quelques ingénieurs pointus dans le secteur de l'automobile, de l'aéronautique, etc., ils sont pris par quelques multinationales et des fois, ils sont fin d'études, ils savent là où ils vont travailler. Mais c'est un cas particulier, malheureusement, la majorité des jeunes diplômés, ils sont sur 1 an, 2 ans de quête, etc., pour pouvoir s'insérer ou trouver leur place dans le marché du travail. On va revenir à cet éternel problème d'inadéquation ou information au marché du travail. Il faut pas qu'on ne doit pas avoir que des ingénieurs, des profils pointus avec des formations de Bac+2 pour des métiers bien spécifiques. Il n'y en a pas beaucoup. Et ça fait des années qu'on parle de ça. Il y a de la formation professionnelle, mais visiblement, il n'y en a pas assez. Et on n'a pas assez, et la remarque fondamentale qu'on peut faire quand on observe, par exemple, le secteur industriel, la majorité des usines qui recrutent ou des entreprises qui créent ici des succursales pour faire de la production, pour baisser les coûts, ce n'est pas pour faire plus de bénéfices, ils cherchent à recruter des ouvriers. Effectivement, dans certains métiers, ils ne trouvent pas les gens formés. Donc on sollicite l'OFPPT, on voit au niveau de la formation professionnelle et des fois on prend des profils qui ne sont pas vraiment adéquats et on les forme pour qu'ils puissent devenir productifs, mais on sait qu'on va investir un petit peu plus et que ça va nous coûter moins que prendre des cadres ou des gens qui sont diplômés d'école parce que là vraiment on est en train de staffer vers le bas. Donc voilà, on privilège cette classe ouvrière, quoi qu'on va la former, on va mettre un petit peu plus de budget et malheureusement on néglige toujours les cadres et les ingénieurs et ces gens-là malheureusement, continuent à chercher dans le marché de travail au lieu de s'intéresser beaucoup plus à l'entrepreneuriat. Absolument. Alors, on va parler des politiques publiques, de leur rôle
pour la création justement d'un environnement propice à l'emploi. On a vu, il y a été des programmes comme Auraj, Força, ou il y a une autre, j'ai oublié l'appellation. 100 000 entrepreneurs, il y avait oui, aussi Intelaka, absolument. Oui, oui. Est-ce que ils ont le résultat, le bilan, il est très controversé. Et il y en a même qui pensent qu'ils ont créé un effet pervers d'exclusion sociale dans leur application. Absolument. Qui a été mal faite. Alors, en toute objectivité, nous, au niveau du centre, on a reçu beaucoup de doléances, beaucoup de réclamations par rapport aux programmes qui ont été lancés. C'est vrai que le programme Telaka, il avait un élan, mais avec le Covid, malheureusement, on ne donne plus ce crédit d'investissement qui était à hauteur de 1 200 000. Malheureusement, le programme Força, j'avais émis une remarque directe. Déjà, le budget très minime, 100 000 dirhams. Le candidat, il doit suivre tout un processus de formation, d'incubation, avec des entretiens, des va-et-vient devant des commissions. Après, on va le diriger vers une société de financement qui va demander des garanties. On est sur un dossier de crédit, etc., pour avoir 100 000 à la fin. Et beaucoup de gens n'ont pas réussi à avoir cette somme. Donc déjà, problématique en termes de financement, un budget très faible, pas d'accompagnement, parce qu'une fois il a les 100 000, il est formé, mais il faut l'accompagner pour qu'il puisse intégrer les marchés, pour qu'il puisse faire son portefeuille, pour qu'il puisse se développer dans un secteur bien défini. Il faut aussi qu'il y ait une montée en compétences, une mise à niveau en termes de qualité, en termes de production, pour qu'il puisse travailler même avec le secteur privé et les entreprises économiques bras de fer de l'État. Donc il y a cette problématique de financement et d'accompagnement. D'Intelaka, Auraj, tous les projets de financement, on est sur ces mêmes problématiques. Alors, concernant le Auraj, et encore une fois, j'avais une remarque directe par rapport à ce projet, on cherche à former des gens pour faire un travail temporaire. Ce travail temporaire, il prendra fin et ces gens-là vont se retrouver bien évidemment au chômage, et là on va créer un problème dans le marché de l'emploi. Donc ce qui manque, chère madame, c'est cette innovation gouvernementale qui n'est pas là. Il n'y a pas d'actions coordonnées qui sont synchronisées, il n'y a pas une continuité, c'est-à-dire malheureusement aujourd'hui nous n'avons pas de politique d'emploi. Pas avec ce gouvernement en tout cas. Cette politique d'emploi, elle est essentielle. Des mesures qui ne sont pas très ambitieuses, des mesures très mitigées, très limitées dans le temps et dans l'espace. Et la dernière, c'est le programme 100 000 entrepreneurs. Oui. Déjà, ma remarque fondamentale, pourquoi 100 000? Déjà, on n'est pas ouvert. Le programme, il faut qu'il soit 1 million d'entrepreneurs. Oui. Nous sommes 38 millions d'habitants. Donc, on prend 100 000 et quand on rentre dans le détail, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve du networking, un réseautage pour permettre à ces gens de le mettre en contact avec les banques. Moi, je pense que ça, ces gens-là peuvent faire eux-mêmes ça sans passer par ce programme. Et puis, on voit de petits chèques qui vont se distribuer pour payer le loyer, pour vous financer une étude de conseil. C'est pas ce qu'il faut. L'entrepreneur d'aujourd'hui a besoin d'un financement. Il doit investir dans son usine, acheter du matériel de production, du matériel technique pour faire de la production, l'accompagner pour accéder au marché, pour soumissionner aux appels d'offres, pour avoir les bons de commande et bien évidemment pour pouvoir avoir des PV provisoires de réalisation et se faire payer. C'est ça ce qu'il faut, l'accompagnement technique, financier, c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Absolument. Et à côté de ça, il y a la frilosité du secteur privé, qui est très, très, très frileux aussi. Effectivement, donc le secteur privé aussi, il est très exigeant et même, si vous me permettez madame, il y a une culture à changer même dans le secteur privé. Moi, j'avais un petit peu échangé avec des patrons d'entreprises, ils me l'ont dit clairement. Ils m'ont dit que nous, on ne veut pas travailler avec les très petites entreprises, les auto-entrepreneurs, c'est des gens qu'on ne peut pas leur faire de confiance, ils n'ont pas de la qualité, ils ne font pas affaire. Et donc toujours, même dans le secteur privé, les grandes et moyennes entreprises se dirigent toujours vers des entreprises de taille moyenne ou petite. En tout cas, pas les très petites entreprises, pas les auto-entrepreneurs. Toujours dans le même ordre d'idées. Dans le secteur privé, le secteur public, pardon, c'est encore plus pire. Parce que dans le secteur public, on dit qu'il n'est pas question de donner des bons de commande à de très petites entreprises, à des porteurs de projets ou des auto-entrepreneurs. Et donc, à chaque fois, on fait appel à les grandes moyennes entreprises. Et donc, du coup, la responsabilité est partagée entre le secteur public et le secteur privé. Une petite précision pour les chiffres qu'on a cités tout à l'heure, les taux, ceux de un tiers des 15-24 ans ou bien un jeune sur deux. Est-ce qu'ils intègrent le secteur informel ? Alors déjà, madame, juste pour observer la taille du secteur informel, au Maroc, c'est 30% du PIB. On parle de quelque chose aux alentours de 300 milliards de dirhams, c'est énorme. Le secteur informel, il absorbe le reste non déclaré en termes de chômage. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont actifs dans ce secteur.
Bien évidemment, il n'y a pas de déclaration fiscale, ils agissent en noir, ils sont dans une précarité sociale. Aujourd'hui, il y a quelques mesures qu'on cherche à prendre ces gens, à les intégrer dans l'économie nationale pour hausser notre valeur ajoutée, mais aussi pour leur fournir une certaine couverture. Mais est-ce qu'ils sont pris en compte dans les statistiques? Pour moi, ils ne sont pas pris en compte. D'accord. Ils ne sont pas pris en compte dans ces statistiques parce que c'est des gens qui opèrent dans le secteur de l'informel. Donc, pas moyen Donc déjà, il faut les intégrer et ça doit passer par des mesures d'encouragement et pas de la répression. Donc ce n'est pas de la répression, il faut plutôt les intégrer le secteur informel plutôt que de le combattre. En termes d'intégration, exactement, déjà pour qu'on puisse les déclarer dans les chiffres du HCP et surtout pour les intégrer dans l'économie nationale. Ces gens-là doivent faire partie du tissu entrepreneurial marocain, doivent participer à la valeur ajoutée nationale. Maintenant, comment les faire accompagner? Ça, c'est une question très importante. Normalement, il faut qu'il y ait un travail de terrain, il faut qu'il y ait des directions du ministère de tutelle qui doit, bien évidemment, rentrer en contact, en négociation avec ces gens et voir les formules nécessaires pour les intégrer. Il y a aujourd'hui le statut de l'auto-entrepreneur, mais malheureusement, la dernière mesure dans la loi de finances, on a négligé ce statut. Au lieu d'encourager les 200 000 donner plus, on dit qu'avec le même client, vous faites seulement 80 000. Ça n'encourage pas les gens à intégrer déjà le statut. Il faut qu'il y ait un statut privilégié, même dans la création d'entreprises, pour permettre à ces gens de créer de petites industries, de très petites entreprises pour qu'ils soient intégrés bien évidemment dans la machine économique. Il nous reste très peu de temps, mais il y a un axe très important qu'il faut aborder parce qu'il y a une autre menace à l'horizon, c'est celle de l'intelligence artificielle qui a déjà fait disparaître dans des pays plus avancés en la matière des millions de postes d'emploi. Comment faire face à ce nouveau défi? Effectivement, je pense que le ministère de l'Industrie et du Commerce, et j'en ai parlé à son ministre, il est très concerné par l'intelligence artificielle. Il ne faut pas la prendre comme une menace, mais c'est une opportunité de changement parce que toutes les conventions, tous les contrats, toutes les usines qui viennent s'installer au Maroc font travailler principalement de la classe ouvrière, des ouvriers. Aujourd'hui, avec les cyber physical systems, avec l'intelligence 4.0, au lieu de faire travailler 10 ouvriers, avec l'intelligence artificielle, demain, on fera travailler 2 ou 3. Et donc, il faut qu'on pense dès maintenant, à 5 ans, 6 ans, il faut redéployer ces gens, les former, il faut qu'il ait des capacités en termes d'innovation, en termes de qualité, il faut les former, les faire monter en compétences pour les redéployer. Sinon, ces gens-là, à cause de l'intelligence artificielle et non pas grâce à l'intelligence artificielle, ils vont se retrouver dans le chômage. Donc, il faut qu'il y ait une action d'anticipation par le ministère de tutelle, par le gouvernement, en étroite collaboration avec les syndicats professionnels, avec le secteur privé, pour penser à former, à mettre à niveau ces gens. Il faut les faire monter en compétences et les redéployer, bien évidemment, pour répondre aux défis de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, cher monsieur. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Merci, monsieur Garabou Chidali. À très bientôt, j'espère. À très bientôt, merci, madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon, suite des programmes sur Média TV.